Faut-il investir avec une SCI? Tout dépend de votre situation. Fiscalité, effet de levier bancaire, s'associer pour minimiser les risques, il y a des avantages et des inconvénients. La vraie question à se poser, est-ce que la SCI correspond à ma situation et à ma stratégie? Dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'horizon de ce véhicule d'investissement particulier qu'est la SCI. Nous allons voir comment fonctionne une SCI, comment on la crée, comment on la gère, quel est son rôle dans l'optimisation fiscale, avec un mécanisme de SCI soumise à l'impôt sur le revenu ou de SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. Est-ce qu'on a intérêt à créer une SCI par bien immobilier? Et comment est-ce qu'on fonctionne avec une SCI intégrée à une holding? Bonjour, je suis Geneviève Langlois, je suis promoteur immobilier depuis 35 ans et investisseur à titre personnel. Je suis également formatrice en immobilier en France et à l'international, notamment en Afrique de l'Ouest. Sur cette chaîne, je partage ma méthode et mon expérience dans l'investissement immobilier locatif pour vous permettre de vous constituer un patrimoine et de mettre votre famille à l'abri. La SCI, la Société Civile Immobilière. Donc, c'est une structure juridique qui permet de se porter acquéreur de biens immobiliers, de les gérer et d'intégrer son patrimoine avec des associés. Alors, des associés, parce que la première des choses, une SCI est constituée avec au moins 2 associés. Vous pouvez avoir un associé qui détient 99% des parts, mais vous avez besoin d'avoir au minimum un deuxième associé, même à 1% de détention des parts du capital. Donc, la SCI permet de réunir plusieurs personnes autour d'un projet ou de plusieurs projets immobiliers et donc de se porter acquéreur, de détenir et de gérer ses biens immobiliers. L'objectif principal de la SCI, c'est donc la gestion de patrimoine immobilier, tout en permettant d'utiliser la flexibilité de la structure, l'optimisation fiscale et la possibilité de transmettre votre patrimoine. Alors, la SCI, qui est une société civile, a pour statut fiscal de base la transparence fiscale, c'est-à-dire que la SCI est soumise à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que les associés de la SCI vont avoir à déclarer dans leur déclaration de revenus personnels le résultat que va réaliser la SCI dans laquelle ils sont associés. Donc, par définition, la SCI est une structure civile, c'est-à-dire qu'elle va avoir des activités civiles. Quand elle va gérer des biens immobiliers, elle va pouvoir gérer des biens immobiliers qui seront en location nue, puisque la location nue est une activité civile, à la différence de la location meublée, qui, elle, est une activité commerciale, donc qui implique d'avoir un statut différent. Dans le cas de la SCI, vous pourrez réaliser une partie de votre activité, de votre chiffre d'affaires en location meublée, mais cette partie ne pourra pas dépasser 10% du chiffre d'affaires annuel de votre SCI. Si elle dépasse 10%, la SCI sera automatiquement soumise à l'impôt sur les sociétés et vous n'aurez plus de possibilité de revenir en arrière. La location meublée est effectivement une activité commerciale. Alors qu'est-ce que c'est la location meublée? C'est le fait de louer un logement à l'année meublé, mais c'est aussi l'activité de location saisonnière, si vous faites du Airbnb sur des biens immobiliers, comme la location de biens avec service, si vous avez par exemple décidé de louer régulièrement un bien sur des courtes durées avec des services tels que le linge, l'organisation des petits déjeuners, etc. Donc ça, ce sont des activités commerciales que ne peut pas réaliser la société civile immobilière, sauf de manière vraiment ponctuelle. Pourquoi utiliser la SCI? La SCI va vous permettre d'investir à plusieurs dans l'acquisition d'un bien ou de plusieurs biens immobiliers. Vous avez besoin d'avoir plusieurs associés, au moins 2, pour constituer une SCI. Vous pourrez investir avec vos parents, vos enfants, avec des partenaires, des amis, des partenaires professionnels, et ce qui permettra d'avoir un cadre clair pour réaliser ces investissements en commun, qui sera défini par les statuts de votre société. Deuxième intérêt, et qui n'est pas des moindres, la SCI va vous permettre d'optimiser la transmission de votre patrimoine. En effet, vous allez pouvoir soit intégrer vos enfants dès que vous constituez votre SCI dans la constitution de votre patrimoine immobilier en leur donnant une partie, une propriété de part, mais vous pourrez aussi, si votre SCI existe déjà, parce que vous l'avez constitué quand vos enfants étaient mineurs, que c'était trop tôt pour vous lancer dans cette démarche, vous pourrez effectuer des donations de manière progressive à vos enfants, ce qui vous permettra d'utiliser les pourcentages, enfin les plafonds qui sont exonérés de droits de succession en effectuant des donations tous les 15 ans, puisque vous avez droit à 100 000 € par enfant et par parent qui sont nets de droits de succession. Elle va vous permettre de le faire de manière plus intéressante, on va voir ensuite pourquoi, parce que vous pourrez donner ou des parts ou la nue propriété de parts, et donc vous allez pouvoir permettre à vos enfants d'économiser des droits de succession, vous allez organiser les choses en amont, et vous éviterez ainsi l'indivision et les conflits entre vos enfants. La SCI va vous permettre également d'améliorer l'accès au financement bancaire. En effet, vous allez souscrire, solliciter des emprunts à travers le cadre de la SCI qui achète un bien immobilier. Alors déjà, il va y avoir plusieurs associés autour
de cette SCI, ce qui va permettre à la banque d'avoir des contreparties plus intéressantes. Cela va permettre de réaliser des investissements où les parents vont accompagner leurs enfants, que ce soit vous qui accompagnez les vôtres ou vos parents qui vous accompagnent. Donc ça va pouvoir permettre de mutualiser des apports. Si vous n'avez pas aujourd'hui d'apport personnel, eh bien vos parents pourront effectuer un apport via un compte courant d'associé, ce qui permettra d'éviter de demander un financement à 100%. La banque ne va pas avoir du tout la même analyse en matière de taux d'endettement pour une SCI que pour un particulier. Alors le prêt qui sera contracté par la SCI va engager la SCI et ses associés à hauteur de leur part respective pour ce prêt, et éventuellement la banque pourra demander la caution des associés qui sont les plus solides en termes financiers. La SCI va vous permettre de protéger votre patrimoine personnel puisque vous serez responsable de manière globale des dettes de la société, mais ceci uniquement à la hauteur de votre participation au capital de la société. Alors comment fonctionne une SCI? C'est une personne morale, donc c'est une structure juridique qui a sa personnalité, qui a été constituée par plusieurs associés, donc qui peuvent être vous, vos enfants, des partenaires habituels de votre milieu professionnel ou des amis. Ça peut être à la fois vous et vos enfants en direct, comme vous pouvez avoir l'usufruit de part et vos enfants la nue propriété. Pour pouvoir constituer une société, vous allez rédiger des statuts. Donc on va voir ensuite comment vous allez pouvoir rédiger ces statuts et les organiser. Vous allez devoir nommer un gérant, puisque la SCI doit être représentée par une personne, qui peut être une personne physique ou une personne morale. Vous pouvez avoir plusieurs gérants. Par exemple, si vous investissez avec votre conjoint, vous pouvez être co-gérant. Le gérant sera nommé soit par les statuts, soit par une assemblée générale ultérieure. Dans la SCI, vous allez pouvoir réaliser des apports, c'est-à-dire que vous allez constituer une SCI avec un capital de 100 ou de 1000 euros au départ, et lorsque vous allez vous positionner sur un investissement immobilier, eh bien, pour vous permettre de demander un prêt qui ne représente pas 100% du capital à investir dans ce bien immobilier, vous ferez des apports à la SCI, donc des apports en compte courant. Par ailleurs, les bénéfices ou les résultats de la SCI seront répartis en fonction de votre pourcentage de détention du capital de la société civile immobilière. Comment créer et gérer votre SCI? Vous allez d'abord voir comment créer votre SCI. Alors tout d'abord, vous allez devoir rédiger les statuts de votre SCI. Vous pouvez demander à un conseil de rédiger ces statuts pour vous, un avocat, un notaire. Vous pouvez utiliser une plateforme en ligne comme Legal Start qui vous permet de rédiger vos statuts en répondant à un certain nombre de questions. Mais vous pouvez aussi les rédiger vous-même. Peut-être que vous aurez des inquiétudes sur la première rédaction, mais vous pourrez notamment, si vous rejoignez le Club IMO de Geneviève, avoir accès à des statuts qui vous permettront de passer cette étape vous-même. Vous allez ensuite devoir publier un avis de constitution de société dans un journal d'annonce légale. C'est assez simple. Le journal d'annonce légale va vous poser les questions que vous devez remplir pour donner les éléments essentiels dans cet avis de constitution, c'est-à-dire le nom de la société, l'adresse de son siège social, la date de l'Assemblée générale constitutive et son objet. Vous allez devoir ouvrir un compte bancaire. Sur ce compte bancaire, vous effectuerez le dépôt du capital social, c'est-à-dire que chaque associé devra déposer l'équivalent de ce qu'il apporte à la société pour sa constitution. Ensuite, vous pourrez faire appel soit à un cabinet juridique, soit à une plateforme en ligne pour réaliser le dépôt de ces éléments auprès du greffe du tribunal de commerce, ce qui vous coûtera, selon le canal que vous utilisez, des honoraires plus ou moins élevés. Mais vous pouvez aussi le faire vous-même en vous constituant un compte sur le site de l'INPI, Institut national de la propriété intellectuelle, qui est le nouveau canal par lequel on réalise toutes les démarches en matière de publicité des différents éléments qui sont relatifs aux sociétés. Une fois que vous aurez réalisé cette démarche, eh bien vous aurez immatriculé votre SCI et vous recevrez un CABIS, donc qui est une fiche qui synthétise les caractéristiques essentielles de votre société, qui est en quelque sorte la carte d'identité de votre SCI. Alors ensuite, comment vous allez devoir gérer votre SCI? Alors vous allez devoir réaliser des assemblées générales. La première, celle qui a constitué la SCI, celle que vous devrez déposer au greffe du tribunal de commerce. Mais chaque année, vous devrez réaliser au moins une assemblée générale qui décidera notamment de la distribution ou pas de dividendes si vous êtes par exemple dans une SCI soumise à l'IS. Alors pour ces assemblées générales, vous avez tout intérêt à acheter ce qu'on appelle Registre des assemblées générales. Donc c'est un livre qu'on trouve en ligne sur plusieurs sites en matière de papeterie traditionnelle qui va vous permettre d'intégrer chaque année
l'Assemblée générale ordinaire, voire des assemblées générales extraordinaires qui peuvent avoir décidé de se lancer sur l'investissement d'un autre achat de logement ou de maison. Donc ce registre qui est numéroté vous permettra d'avoir la certitude que c'est l'Assemblée générale qui a été signée par les différents associés. En termes de comptabilité, il y a 2 cas de figure. Alors si vous avez une SCI qui est soumise à l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu, vous aurez bien entendu une comptabilité à tenir qui va regrouper d'une part les loyers qui seront perçus par votre SCI, donc les rentrées d'argent, et par ailleurs toutes les charges qui seront payées par cette SCI, c'est-à-dire des charges de copropriété si c'est un bien qui est en copropriété, l'impôt foncier qui correspond au bien qu'elle détient, les taxes diverses qu'elle peut payer, les primes d'assurance qui sont obligatoires pour la structure qui est propriétaire d'un bien immobilier. Donc vous pouvez faire ça sous la forme d'un tableur Excel, c'est relativement simple. Chaque année, vous recevrez de la part du service des impôts un avis vous indiquant que vous devez faire la déclaration de revenus de votre SCI. C'est très simple, vous allez ouvrir un compte en ligne sur votre espace impôts.gouv et là, vous effectuerez votre déclaration en reprenant votre tableur Excel et en indiquant vos recettes et vos dépenses, y compris les intérêts financiers de votre prêt bancaire ou de vos prêts bancaires. C'est assez simple, vous n'avez absolument aucune obligation de passer par un expert comptable pour réaliser cette comptabilité qui est simple et cette déclaration qui est très simple. Vous aurez ensuite la possibilité de cocher le report de cette déclaration de revenus de la SCI dans votre déclaration de revenus personnelle. Alors, la vôtre, si c'est vous qui êtes le gérant, mais ce sera également le cas pour les autres associés de la SCI. Vos enfants, en l'occurrence, si vos enfants font leur déclaration eux-mêmes, mais vos amis également. Chaque associé va donc reporter sur sa déclaration de revenus, au niveau de la déclaration des revenus fonciers, sa quote-part de résultat dans la SCI. Donc ça, c'était le cas de la SCI qui est soumise à l'impôt sur le revenu, donc le cas classique. Si, pour différentes raisons, vous avez une SCI qui est soumise à l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Là, ce sera pas forcément plus complexe en matière de tenue de comptabilité, mais en termes de déclaration et surtout en termes de sécurité. Si vous deviez avoir un contrôle fiscal, vous ferez sans doute appel à un expert comptable. Alors, sur une structure qui n'a pas des flux de trésorerie énormes, vous pouvez tout à fait faire appel soit à une plateforme en ligne, puisque ça existe aussi au niveau de l'expertise comptable, soit à un comptable qui pratique des tarifs relativement bas parce que vous tenez quand même régulièrement votre comptabilité. Ce sera plus sûr. Donc dans ce cadre-là, votre comptable tiendra votre comptabilité et effectuera votre déclaration à l'impôt sur les sociétés et vous indiquera si vous devez payer ou pas votre impôt sur les sociétés chaque année. Pour terminer sur la gestion en termes de structure soumise à l'impôt sur les sociétés, vous devrez également penser à la répartition des dividendes, s'il y a des dividendes. Vous devrez gérer cette répartition des dividendes, cette distribution des dividendes, dans l'Assemblée générale qui va approuver les comptes de l'année et donc qui va décider de la distribution ou pas des dividendes. Et en fonction de cette décision, la distribution des dividendes sera effectuée et elle sera soumise à la flat tax de 30% qui est obligatoire pour toute distribution de dividendes, y compris dans le cas d'une SCI. Alors, la SCI et la fiscalité et l'optimisation fiscale. Je ne sais pas si c'est le terme qui s'adapte le mieux à l'investissement en SCI. La SCI n'est pas un véhicule fiscal en tant que tel. Elle apporte un certain nombre d'avantages, notamment en matière de gestion, en matière de transmission, comme on vient de l'évoquer. Elle n'apporte pas forcément des avantages particuliers en matière de fiscalité des revenus locatifs. Alors, premier cas de figure, la SCI qui est soumise à l'IR, qui est transparente fiscalement, c'est-à-dire celle qui va remonter au niveau de ses associés le résultat de son année, que ce soit un bénéfice ou que ce soit un déficit. Donc, ce résultat va être reporté sur votre déclaration de revenus. Vous pourrez d'ailleurs cocher la case qui vous permet de faire ce report automatique. Vous n'aurez pas à recopier la déclaration que vous avez faite au niveau de la SCI. Alors, vous allez percevoir des loyers, donc qui sont des revenus fonciers, et ces loyers vont pouvoir être diminués des charges qui sont déductibles dans le cadre d'une SCI, comme dans le cadre des revenus fonciers classiques. Alors, que sont les charges déductibles dans ce cadre-là? Vous allez pouvoir déduire des frais de gestion, des intérêts d'emprunt. Vous allez pouvoir déduire des taxes foncières. Vous allez pouvoir déduire des travaux que vous aurez réalisés pour améliorer votre bien, pour réaliser des travaux d'entretien. Vous allez pouvoir déduire toutes les assurances liées à votre bien immobilier. En fonction du résultat, vous aurez soit un revenu foncier, soit un déficit foncier, donc il sera reporté sur votre déclaration de revenu foncier global, qui peut être uniquement lié à votre SCI ou à vos SCI, comme qui peut être également une déclaration de revenus fonciers qui implique des biens que vous détenez personnellement. Les différents résultats, que ce soit de différentes SCI ou de votre revenu foncier direct, seront cumulés dans le résultat global
de votre déclaration de revenus fonciers de l'année. Alors, le déficit foncier que vous pouvez réaliser, que ce soit à travers vos investissements en direct ou vos investissements en SCI, il est de 10 700 € par an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites le cumul, on va prendre uniquement l'exemple de notre SCI, de toutes les charges que vous avez dû supporter pour votre bien immobilier sur une année, que vous mettez en face donc les loyers que vous avez perçus et que votre résultat est négatif, jusqu'à 10 700 €, vous pourrez pratiquer une soustraction. Vous avez cette année un revenu fiscal de 100 000 €. Donc ça, c'est le revenu que vous avez calculé avec vos salaires, l'abattement de 10% et vos autres revenus. Votre déficit foncier est au moins de 10 700 € cette année. Donc vous allez pouvoir déduire de votre revenu fiscal net 10 700 €. C'est-à-dire que votre revenu imposable cette année ne sera pas de 100 000 €, mais de 89 300 €. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez un taux d'imposition de 30%, parce que vous êtes dans la tranche à 30%, eh bien vous n'allez pas payer 30% de 100 000 €, mais 30% de 89 300 €. Donc vous aurez économisé un peu plus de 3 000 € avec ce mécanisme du déficit foncier imputable sur le revenu global. Dernier aspect, les plus-values immobilières. Alors en matière de plus-value immobilière, vous allez gérer la cession de votre patrimoine à travers la SCI exactement de la même manière que si vous étiez vendeur à titre personnel d'un bien immobilier. C'est-à-dire que vous allez prendre comme base de calcul le prix d'acquisition de votre bien augmenté des frais, donc frais de notaire, etc., frais de crédit, qui sera donc la base à déduire du prix de vente de votre bien immobilier. Donc vous avez acheté un bien 100 000 €, vous avez eu 10 000 € de frais, donc votre prix de revient est de 110 000 €, vous le vendez 150 000 €, vous ferez donc un calcul, 150 000 € moins 110 000, vous aurez 40 000 € de plus-value. Vous n'avez pas d'autres éléments à prendre en compte. Vous allez pouvoir effectuer l'abattement pour détention qui est exactement le même dans le cas d'une SCI qu'à titre personnel. C'est-à-dire qu'à partir de la 6e année, vous pourrez pratiquer un abattement pour la détention du bien qui sera différent selon qu'on considère la taxe plus-value immobilière ou les prélèvements sociaux, qui vous permettront, je ne sais pas si le terme permettront est tout à fait adapté, mais bon, qui diminue votre plus-value entre 6 ans et 22 ans pour la partie impôt et entre 6 ans et 30 ans pour la partie prélèvements sociaux. Donc, en résumé, pour la SCI soumise à l'IR, rien de nouveau ni de particulier par rapport à votre déclaration de revenus fonciers. La société est transparente fiscalement, donc vous avez exactement le même régime en matière de revenus locatifs qu'en matière de plus-value immobilière. Ça va être un petit peu différent pour une SCI soumise à l'IS. Alors, deuxième cas de figure, vous avez une SCI soumise à l'IS. Alors, soit parce que vous avez décidé de le faire dès sa création, soit parce que vous avez décidé de le faire en cours de vie, sachant que vous ne pourrez plus revenir en arrière sur l'option que vous aurez prise. Vous avez fait ça pour des raisons qui sont propres à votre stratégie, parce que vous avez décidé d'investir sur de la location meublée et que vous n'avez pas forcément pensé ou eu la nécessité de créer une SRL de famille, sujet dont on parlera dans une autre vidéo de cette chaîne YouTube. Donc vous avez une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors comment ça marche? Déjà, vous allez faire appel à un expert comptable. Première chose qui est très différente en matière de SCI soumise à l'IS, vous allez pratiquer un amortissement des biens immobiliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez impacter sur le revenu chaque année un pourcentage de la valeur du bien immobilier que vous avez acheté, qui correspond donc à, on va dire, une usure, comme on le ferait pour une voiture ou comme du matériel informatique, sur des durées plus longues, bien entendu, puisque sur une voiture, en général, c'est 5 ou 7 ans. Sur un bien immobilier, on va dire qu'on va être entre 20 et 30 ans. Prenons 25 ans pour avoir quelque chose de moyen. Donc vous allez déduire l'équivalent de l'usure de votre bien immobilier à hauteur de 1/25e chaque année. Ce qui va vous permettre effectivement de réduire de manière considérable le résultat de votre SCI. Alors, vous allez pouvoir également déduire un certain nombre de charges, les mêmes charges que vous avez déduites dans le cadre de votre SCI soumise à l'IR. Vous allez déduire les intérêts d'emprunt, vous allez déduire des frais de gestion, vous allez pouvoir déduire les assurances, les taxes foncières, les travaux que vous pourrez aussi amortir les années suivantes dans le même principe d'amortissement, donc de dépréciation de ce qui constitue une partie de votre patrimoine immobilier. Chaque année, vous aurez un résultat qui sera impacté par ces différents éléments. Donc vous aurez toutes les chances d'avoir un résultat qui soit proche de zéro, voire négatif pendant de nombreuses années, parce que 25 ans, c'est quand même long pour amortir votre bien immobilier.
Vous allez pouvoir aussi intégrer d'autres charges. Alors si vous avez par exemple recours à un jardinier, parce que vous avez des maisons, si vous avez recours à une société de service qui effectue le ménage de manière régulière parce que vous faites de la location meublée ou qui fait du changement de linge ou qui vous produit un service de linge pour location saisonnière, eh bien, vous pourrez déduire à la fois les salaires et les charges sociales. Vous allez pouvoir aussi, si vous décidez que le gérant est rémunéré pour gérer cette société, déduire sa rémunération, que ce soit salaire et charges sociales. Vous allez pouvoir, d'une manière générale, déduire toutes les charges qui correspondent à la gestion de votre société, c'est-à-dire, vous la créez cette année, les frais de constitution, tous les frais qui sont liés, l'établissement des statuts, etc., tout ça pour être déduit de votre résultat de la première année. Vous allez pouvoir donc déduire globalement tout ce qui concerne le fonctionnement de votre société, y compris les honoraires de l'expert comptable. Donc vous allez pouvoir déduire toutes les charges qui sont liées au fonctionnement de votre bien immobilier, comme par exemple des charges qui sont liées aux assurances pour loyer impayé. Donc votre résultat annuel va être très certainement pendant longtemps déficitaire si vous avez commencé en créant votre SCI et en intégrant des biens que vous amortissez sur 25 ans. Alors si votre SCI dégage des bénéfices, qu'est-ce qui va se passer en matière de taxation des bénéfices? Eh bien, cela va être exactement le même système que le système de taxation des bénéfices d'une société commerciale classique, c'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés va s'appliquer sur le résultat positif. Jusqu'à 42 500 €, ce sera un impôt de 15%. Au-delà, pour le moment, c'est 25%, à moins que nos gouvernants décident d'augmenter ce taux. Mais bon, 25%. Alors, première étape, première taxation. Votre société a réalisé des bénéfices et vous souhaitez récupérer votre quote-part de bénéfices. Donc, vous allez vous répartir les bénéfices et là, vous allez devoir payer une nouvelle taxe, donc double niveau d'imposition, qui sera la flat tax de 30% qui s'applique à toutes les distributions de dividendes, quels qu'ils soient, dans une société commerciale. Donc la SCI soumise à l'IS doit être constituée dans des cas très précis, avec une stratégie précise. On en parlera un petit peu plus tard, notamment si vous avez l'intention d'intégrer des SCI dans une holding, mais elle ne présente pas les mêmes avantages que la société soumise à l'IR, bien qu'elle vous permette d'avoir un résultat très limité pendant de nombreuses années grâce à l'amortissement. Alors, autre élément qui est très important et qu'il faut avoir en tête si vous décidez de soumettre votre SCI à l'IS aujourd'hui ou dans quelques années. En matière de plus-value immobilière, on n'est plus du tout dans le même régime. On a vu que dans le cadre de la SCI soumise à l'IR, le régime est exactement le même que celui des personnes physiques. En matière de société soumise à l'IS, la SCI comme d'autres sociétés, eh bien, c'est un régime de plus-value professionnelle qui va s'appliquer. Alors, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez devoir faire un calcul qui sera beaucoup moins intéressant pour vous, puisque vous allez prendre le prix de cession du bien et vous allez le diminuer, non pas du prix d'achat augmenté des différents frais que vous aurez obtenus, mais vous allez le diminuer de la valeur nette comptable. Qu'est-ce que c'est la valeur nette comptable? C'est la valeur de ce que vous avez acheté, augmenter des frais, d'éventuels travaux, diminuer tous les amortissements que vous aurez passés pendant toutes les années de détention du bien. Donc si vous avez acheté votre bien 100, vous le vendez 150, mais vous avez déjà passé 50 000 € d'amortissement, eh bien la plus-value, elle sera calculée sur 150, non pas moins 100, mais moins 50 000 €. Donc la base de taxation sera beaucoup plus importante. Deuxième aspect, qui est aussi un petit peu difficile à avaler, mais c'est comme ça. Deuxième aspect, vous n'aurez pas de pourcentage d'abattement en fonction de la durée de détention. La plus-value immobilière va s'appliquer de manière automatique sur la plus-value déclarée sans aucun abattement. Donc ce qui veut dire que si votre plus-value vous fait déclarer un bénéfice jusqu'à 42 500 €, eh bien vous serez taxé à 15%. Si votre bénéfice dépasse ces 42 500 € dans le cadre de l'année, sachant que c'est à la fois votre plus-value mais le résultat de la société, eh bien vous serez taxé à 25%. Autre élément à prendre en compte, c'est la société qui a réalisé une plus-value. Donc, si vous voulez récupérer le cash que ça représente à hauteur de votre participation, eh bien, vous serez dans le cadre d'une distribution de dividendes qui sera, comme on l'a vu précédemment, taxée dans le cadre de la flat tax à 30%. Est-ce que vous avez intérêt à constituer une SCI par bien immobilier, c'est-à-dire autant de SCI que de biens immobiliers? C'est une question qu'il faut vous poser, bien entendu, dès que vous commencez à constituer une société et à investir. Ça va vous permettre de simplifier un certain nombre de transactions. Alors déjà, ça va vous permettre de réaliser des investissements avec des associés différents. Vous souhaitez réaliser un investissement avec des partenaires qui vous ont indiqué un bien très intéressant, vous vous associez avec eux dans le cadre d'une SCI. Ce sera difficile d'imaginer de vous positionner sur un deuxième investissement avec les mêmes personnes si vous voulez par exemple intégrer vos enfants dans l'investissement suivant.
Donc ça permet de répartir vos investissements avec les partenaires que vous souhaitez, ça permet de simplifier les transactions et puis d'avoir des statuts et des règles qui s'appliquent à chaque investissement, à chaque bien et à chaque, on va dire, collège d'associés que vous souhaitez mettre en place pour un projet ou un autre. Autre élément important, dans le cadre d'une SCI par bien immobilier, le jour où vous souhaitez vendre votre bien immobilier, eh bien vous pourrez tout à fait proposer à l'acquéreur de se porter acquéreur non pas du bien immobilier, mais de la SCI. Ce qui va présenter un avantage dans certains cas de figure pour lui. Alors déjà, en termes de coût, le coût est moins élevé puisque le prix de la cession des parts est taxé à hauteur de 5%. Et vous n'avez pas d'obligation de passer par un acte notarié pour réaliser cette transaction, cette cession. L'acquéreur peut éventuellement exiger d'avoir un acte notarié, notamment parce qu'il va souhaiter que le notaire effectue un certain nombre de recherches, notamment en matière d'hypothèque, pour vérifier que le bien qui est concerné donc, par cette cession n'est pas affecté d'hypothèque, vous n'auriez pas indiqué. Cette demande n'est pas forcément liée à un acte notarié, ça peut être tout à fait une recherche d'hypothèque qui a un coût mais qui est assez limité. Si votre acquéreur donc, achète des parts de SCI, il sera taxé à hauteur de 5%. C'est le coût des droits d'enregistrement avec une déclaration à faire aux impôts, mais il évitera de payer la taxe de publicité foncière qui permet l'enregistrement du bien à un autre nom, puisque là le bien sera toujours enregistré au nom de la SCI. Il n'aura pas à payer les émoluments du notaire, donc c'est quelque chose qui est plus souple, qui est moins coûteux, qui peut permettre également à l'acquéreur de maintenir le prêt qui est encore en cours dans la société, pour autant que la banque ne vous ait pas imposé de rembourser le prêt si vous cédez les parts ou qu'elle ne vous ait pas demandé de vous porter caution et de rester caution si jamais vous deviez céder ces parts. Globalement, ça représente une certaine souplesse, une économie pour l'acquéreur, sachant qu'une société qui ne détient qu'un bien sera plus facile à analyser qu'une société qui détient plusieurs types de biens. Deuxième aspect, on l'a déjà évoqué, ça représente une flexibilité pour les investisseurs, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir des investisseurs qui sont intéressés par un bien, d'autres qui ne le sont pas, donc vous pourrez cantonner les gens qui veulent vous suivre dans votre investissement, que ce soit des amis, que ce soit vos parents ou vos enfants, dans le patrimoine des différentes SCI que vous constituerez pour acheter chacune un bien immobilier. Alors, dernier avantage, on a évoqué les deux types de régimes fiscaux qui sont liés aux SCI. Selon les biens, vous pourrez choisir de rester dans le régime traditionnel qui est le régime de l'IR. Le fait d'avoir plusieurs structures va vous permettre de faire des choix en matière de régimes fiscaux différents selon le bien que vous achetez ou la stratégie que vous voulez développer. Effectivement, si vous achetez des biens qui vont être loués à l'année de manière traditionnelle, vous aurez tout à fait intérêt à ce que la SCI qui détient le bien soit une SCI soumise à l'IR. En revanche, si vous achetez un bien qui va être loué de manière saisonnière très très régulière, vous aurez intérêt éventuellement à créer une société soumise à l'IS. Donc c'est à la fois une stratégie différente selon le bien et selon la stratégie patrimoniale que vous développez. Je sais que l'immobilier peut paraître complexe, notamment la fiscalité, particulièrement la fiscalité française. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît en suivant la bonne stratégie avec un plan clair. C'est exactement pourquoi j'ai créé le Club Immo de Geneviève, une communauté d'investisseurs, débutants ou expérimentés, avec lesquels je partage ma méthode pour réussir dans l'immobilier locatif. Vous y trouverez des sessions en direct avec moi pour répondre à toutes vos questions. Le lien est juste en dessous, rejoignez-nous dès maintenant, c'est gratuit. Alors, autre sujet, est-ce que votre SCI doit être intégré dans une holding ? Qu'est-ce que c'est qu'une holding ? Une holding, c'est une société dont l'activité est de détenir des participations dans des sociétés. Donc, dans le cadre d'une SCI, vous pouvez tout à fait imaginer intégrer votre SCI, vos SCI dans une holding. Alors, cette stratégie correspond à une organisation plus avancée que celui qui va créer sa première SCI pour réaliser son premier investissement immobilier. Si vous décidez d'intégrer vos SCI, parce que vous en avez plusieurs dans une holding, ce seront des structures qui garderont leur autonomie juridique. Ce seront des filiales qui resteront gérées de manière individualisée. Ça permettra de faire remonter les dividendes au niveau de la holding. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Alors, en général, on monte une holding parce qu'on est propriétaire d'une société commerciale qui réalise des bénéfices, parce qu'elle marche plutôt bien, et qu'on a de la trésorerie, des résultats et des dividendes à récupérer, et qu'on veut essayer de limiter la double taxation pour ces dividendes. Donc vous êtes chef d'entreprise, vous gagnez beaucoup d'argent avec votre structure qui fait par exemple du marketing digital, les bénéfices qui sont réalisés vont déjà être taxés à l'impôt sur les sociétés pour éviter de devoir payer en plus la flat tax sur la remontée de dividendes, pour ensuite investir dans l'acquisition de biens immobiliers par exemple, eh bien vous logerez vos SCI
dans la même structure que celle qui va détenir les participations sur la société commerciale et vous pourrez réutiliser les dividendes tirés de l'activité commerciale pour financer de nouveaux projets, financer des travaux dans les biens immobiliers que détiendront vos SCI, parce que la remontée des bénéfices, la remontée des dividendes fera l'objet d'une taxation moindre et que vous pourrez utiliser ces bénéfices, cette trésorerie, via des conventions de trésorerie, pour financer ces nouveaux projets. Alors, l'avantage de l'intégration de vos SCI à une holding, c'est surtout si vous avez en face des sociétés qui dégagent des bénéfices et que vous voulez éviter la double taxation sur la distribution de dividendes. Cela va vous permettre d'utiliser les dividendes remontés au niveau de la holding pour financer de nouveaux projets, pour utiliser la trésorerie, pour également augmenter votre capacité d'endettement parce que la holding pourra obtenir des prêts de manière plus facile dans la mesure où elle détient des sociétés qui sont largement bénéficiaires et qu'elle pourra ensuite apporter à ses filles, c'est-à-dire aux SCI, qui vont réaliser des investissements immobiliers. Dans le cadre de la transmission du patrimoine, eh bien, vous pourrez utiliser des techniques similaires à celles qui vous permettent de donner vos parts de SCI à vos héritiers, mais ceci, vous le ferez au niveau de la holding, ce qui vous permettra de donner la globalité de votre patrimoine. Vous pourrez donc utiliser l'effet de levier de manière plus importante que directement sur les SCI, et vous aurez une protection de votre patrimoine qui sera organisée pour chaque société détentrice de biens immobiliers, pour votre société commerciale, puisque la holding ne détiendra que des participations. Alors en matière de création et de gestion, la création d'une holding nécessite une réflexion et l'appui de conseils assez éclairés, que ce soit des fiscalistes ou des juristes, pour vous permettre de choisir la bonne forme de société qui correspond à votre situation personnelle. Est-ce que vous devez créer une SARL? Est-ce que vous devez créer une SAS? C'est une question que vous pourrez élucider quand vous vous adressant à des conseils qui examineront votre situation globale. Par ailleurs, il y a un point auquel il faudra prêter particulièrement attention. Si vous apportez les parts de vos SCI à la holding, parce que vous allez certainement le faire dans un deuxième temps, parce que vous avez aujourd'hui créé une SCI et vous n'avez pas forcément encore l'objectif ni la nécessité de créer une holding, il faudra que ces apports soient réalisés de manière neutre fiscalement pour que vous ne perdiez pas tous les avantages que vous auriez plus tard en étant taxé sur ces premiers apports. En matière de gestion, la gestion de votre holding et de ses différentes filles devra être organisée de manière assez rigoureuse, tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal. Alors, l'intégration des SCI à une holding constitue un outil efficace pour les investisseurs qui souhaitent intégrer leur stratégie immobilière dans une stratégie patrimoniale globale, tout en conservant une flexibilité, une capacité d'endettement supplémentaire et une possibilité de transmission de ces actifs. En conclusion, la SCI est un outil très efficace pour organiser la gestion, la transmission, l'organisation de son patrimoine immobilier. Elle peut l'être en matière d'optimisation fiscale, mais dans certaines conditions. Le choix du régime fiscal de votre SCI, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, dépend de votre situation personnelle, de la situation des associés, de la stratégie que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est une stratégie de transmission? Est-ce que c'est une stratégie de revenu à court terme? Ou est-ce que c'est une stratégie à long terme qui veut limiter les plus-values? Pour effectuer ces choix, vous aurez tout intérêt à vous entourer des conseils qui pourront vous orienter pour prendre les meilleures décisions, que ce soit notaire, expert comptable, fiscaliste.